François Saurin ou Pierre Mazet sont là. François Saurin est puni chez lui pour finir sa thèse. Ok. Donc, il n'est pas là, mais, peut-être que Pierre Mazet est là et sur certaines questions, je peux répondre, évidemment. Ouais, si Pierre est là, sur le travail social, je pense que c'est important de dire deux, trois mots parce que c'est effectivement enfin, il me semble que que c'est un domaine, un champ sur lequel il faut vraiment travailler et qui est vraiment, pour le coup, lié aux inégalités sociales et notamment au regard des professionnalités des, des personnes qui travaillent. Ouais, ça. Et effectivement, il y a une remarque dans le chat. Je, La technologisation. je repère un certain nombre de travailleurs sociaux ou de médiateurs numériques, ex-travailleurs sociaux. Je vois que Mehdi est là. Et il y a eu pas mal dans le chat. Il y a même. Ah, il y a Margot qui dit qu'elle n'arrive pas à lever la main. Eh bien, vas-y, Margot, interviens. Oui, je suis un petit peu une victime aussi de la fracture numérique là sur Zoom. J'arrive pas à trouver la main à lever. Mais je sais pas si vous m'entendez. Je voulais juste intervenir justement sur cette question des travailleurs sociaux parce qu'il se trouve que Amélie aussi. depuis maintenant 2018, j'ai fait plus d'une vingtaine de formations auprès de travailleurs sociaux sur les questions d'inégalité sociale et numérique. Et effectivement, enfin, juste pour, je mesure à quel point, bon, c'est des formations de 2 jours, bah, c'est jusqu'à l'identité professionnelle des travailleurs sociaux qui est questionnée par les questions de dématérialisation, avec un vrai sentiment d'un report du travail qui a été fait par les administrations jusqu'à présent sur les travailleurs sociaux qui ressentent vraiment aussi, qui voient vraiment ce travail re-questionné dans sa mission, parce qu'en fait, effectivement, le travail, ils n'arrêtent pas de dire qu'effectivement, le cœur de leur métier, c'est l'accompagnement social et que finalement, les démarches administratives qu'ils viennent percuter en fait, le temps qu'ils travaillent, qu'ils passent avec les personnes accompagnées, fait qu'effectivement, ils passent tout leur temps à faire des démarches administratives, sans compter le fait que le numérique est aussi aussi un outil de contrôle social, en tout cas c'est vécu comme ça par les travailleurs sociaux, par l'employeur, parce qu'il y a tout un enjeu de reporting de toutes les actions qui sont menées, toutes les actions d'accompagnement, où ils sont effectivement obligés de tenir compte, de rendre compte de tout ce qui a pu être fait comme démarche dans une approche très quantitative. Et ils ont l'impression d'une réduction justement de la manière dont on appréhende leur travail à une suite d'actions très précises, alors qui ne rend pas du tout justice à l'accompagnement social dans sa dimension très comment dire, holistique, si je veux. Enfin, en tout cas, la nécessité de regarder l'ensemble de la situation de la personne plutôt que de se concentrer sur quelques petites démarches très précises qui vont être et quelques situations voilà, sociales qui rentrent dans des cases qui vont être reportées. Voilà. C'était juste un petit témoignage que je voulais ici apporter. En tout cas, il y a effectivement toute cette ce mal-être des travailleurs sociaux qui ressort très clairement dans ces formations que je fais depuis quelques années. Alors, en ajoutant juste comme commentaire, on est sur des questions d'épreuve de professionnalité, on est sur des questions de conflit de légitimité entre les valeurs du travail social et le rouleau compresseur de la dématérialisation. Mais comme pour les enseignants, il ne faut pas faire des trop grandes catégories. Là, ce que commence à démontrer un certain nombre de travaux là-dessus, notamment ceux de François Saurin, de Pierre Mazet, au Lavaxet, c'est que la situation, les représentations, les pratiques peuvent être très différentes en fonction de la profession initiale. Ce que tu décris, Margot, c'est très fort chez les assistantes sociales, particulièrement les assistantes sociales de secteurs dépendants des départements, en gros, sur qui se reporte immédiatement la charge d'accompagnement et administrative. C'est différent pour
on va dire les éducateurs techniques, ceux qui interviennent en institution ou en milieu ouvert, etc. Et ce n'est pas les mêmes tensions, même s'il y a un processus un peu général. Là, j'ai 3 mains de levée et je crois qu'elles arrivent, les miracles de Zoom, là, elles arrivent dans l'ordre des mains levées. Donc, Amélie, si tu veux bien prendre la parole. Oui, donc bonjour à tous et bonjour à Pascal et à Fabien. Ma question, c'était sur la prise en compte du capital militant à côté du capital social et du capital culturel. Donc, comment il se greffe dans cette mosaïque et par rapport à ça, la place aujourd'hui de l'éducation populaire qui a vraiment eu du mal à se mettre en route, mais qui commence à avoir des intentions par rapport à cette fracture numérique, et notamment ce qui est tout à fait visible à travers le mouvement des Gilets jaunes, qui est un espace d'éducation populaire par les pairs, mais aussi aujourd'hui des syndicales, et ajouter à cela le défenseur des droits qui vient de réclamer un droit à l'hybridation par rapport à ces algorithmes instituants et ce passage obligé par la dématérialisation. Donc, voilà, c'était juste une remarque par rapport à l'action de ce capital militant qui peut être disruptif finalement par rapport à ces capitaux culturels et sociaux. Fabien, est-ce que tu veux réagir? Maintenant, oui. Sur la question, donc, effectivement, le dernier chapitre de l'ouvrage est dédié, je commence à être fatigué, est dédié à la question du mouvement des Gilets jaunes. Alors, effectivement, j'aurais pu éventuellement mobiliser ce concept de capital militant qui correspondrait bien, qui rentrerait bien finalement dans le cadre conceptuel général qui est le mien. Je ne l'ai pas fait parce que dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, précisément, on peut sans doute parler à juste titre de la constitution par le mouvement d'un capital militant spécifique, sans doute 2 capitaux militants spécifiques. Là, encore une fois, je pense que c'est un mouvement qui montre bien, c'est certes un mouvement, mais frappé et traversé par une hétérogénéité assez importante. Donc, il ne se passe pas les mêmes choses aux mêmes endroits, et ce qu'on apprend de la mobilisation par la mobilisation est effectivement assez différent, enfin, de ce que j'ai pu en voir. Et j'ai lu à peu près à un moment donné toute la littérature qui était sortie sur la question, donc je crois que je ne m'avance pas de manière trop risquée là-dessus. Depuis, il y a eu plein d'autres choses aussi assez intéressantes décrites. Moi, les Gilets jaunes m'ont intéressé notamment au travers de la question des émotions. Il me semblait que c'était important qu'il y avait une mise en visibilité des émotions qui était tout à fait intéressante et qui structurait une partie des prises de parole, bien évidemment essentiellement sur les groupes Facebook, puisque c'est essentiellement par là que ça s'est passé, avec un phénomène qu'on avait pu observer déjà, puisque pendant pas mal de temps, je m'étais intéressé aussi aux médias alternatifs, notamment avec Dominique Cardon. Et c'était des choses déjà qu'on avait pointées, notamment autour des forums sociaux mondiaux au début des années 2000, où autour de ces événements-là se passaient des choses assez intéressantes, notamment en ligne, qui montraient notamment un décloisonnement de la parole de lutte. C'est-à-dire que un certain nombre de mouvements s'organisaient en dehors on va dire, des instances d'organisation classiques de la lutte sociale, les syndicats, certaines associations, les partis politiques, etc., qui avaient des organisations en réseau qui émergeaient, ce qui est clairement le cas des Gilets jaunes, par exemple, et qui avaient clairement cette départition partielle, hein, qui n'est pas entière, bien évidemment, mais des grandes instances organisatrices classiques de l'action collective et des mobilisations, eh bien, pouvait se lire aussi en ligne par une pluralisation, on va dire, des régimes énonciatifs, et qui avait une parole militante, une parole de personnes engagées dans l'actions, qui était effectivement un peu différente de celle qu'on pouvait voir jusqu'à là.
et notamment, il me semble, dans le cadre des Gilets jaunes, avec une importance vraiment donnée à l'expérience et au ressenti de ces expériences-là. Et notamment, je pense à une personne que j'ai interviewée assez longuement, qui expliquait, et là ça donnera du grain à moudre, ça ira dans le sens de Dominique, sur la remarque qu'elle a faite, une personne qui assez clairement est voilà, un niveau de certification scolaire assez bas et dans une situation personnelle où elle s'occupe de ses enfants à son domicile. Et elle a un conjoint qui est ouvrier spécialisé avec une spécialité très, très précise, puisqu'il est soudeur et il soude sur des matériaux très, très spécifiques. Ils ne sont pas beaucoup à faire ça. Et donc, il est amené, lui, à partir souvent à l'étranger. Et donc, cette personne s'intéresse au mouvement des Gilets jaunes, il participe, va sur les ronds-points, et elle décrit qu'à un moment donné, il lui semble, donc elle s'inscrit sur différents groupes Facebook, et il lui semble intéressant à un moment donné de prendre la parole et de rendre compte de son expérience. Alors là, on voit bien comment un désir naît précisément de l'engagement militant, c'est-à-dire que ce désir de dire de soi qui n'était pas du tout présent chez elle auparavant vient à s'exprimer et vient à être en quelque sorte dynamisé par la lutte sociale. Okay, et qu'en même temps, il y a des freins très très forts à cette expression-là, c'est-à-dire que notamment des freins culturels et de maîtrise de la langue, puisqu'elle dit, elle me dira à plusieurs reprises qu'elle est nulle en dictée. Bon, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le domaine scolaire depuis très très longtemps, et donc elle a une maîtrise de la syntaxe et de l'orthographe, on va dire, pas très bonne, et que malgré ça, voilà, ça va être un frein, elle ne va pas s'engager tout de suite, puis c'est plus fort qu'elle en quelque sorte, et puis elle va se lancer dans ces récits-là en se disant, oh là là, on va se moquer de moi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que sa parole apparaît au milieu d'autres paroles beaucoup plus politisées, beaucoup plus expertes. Et ces paroles beaucoup plus politisées et expertes ne sont pas nécessairement ratifiées de manière positive par la communauté du groupe. En revanche, la sienne l'est. Elle l'est assez clairement et ça l'encourage, et elle continue, elle continue, elle continue. Et elle explique plusieurs choses qui me semblaient tout à fait intéressantes. D'une part, c'est qu'elle elle a produit un récit qui ressemblait au récit qu'elle aimait par ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'elle appréciait, c'était les récits, le point de vue vraiment subjectif des personnes dans le mouvement, en disant, contrairement à la parole politique et à la parole militante encadrée par les organisations, c'est une parole authentique. C'est le sujet qui parle, c'est vraiment ce qu'on ressent qui est dit, etc. Et ça, c'est important. C'est la vraie vie. Enfin, la politique, c'est vraiment ça, c'est pas autre chose, c'est ça. Donc, elle est encouragée à reproduire ce type de récit. Et puis, par ailleurs, son mari va revenir de son travail à l'étranger et va, à plusieurs reprises, lui dire que tout ça, c'est très bien, qu'elle a raison de le faire. Il l'encourage, mais quand même, quoi. Enfin, contrairement à ce qu'elle pense, il y a sans doute des gens qui, même si ce n'est pas exprimé, qui se moquent d'elle parce que quand même, son orthographe n'est pas terrible, etc., etc. On va voir que petit à petit, effectivement, sa disposition première à se restreindre, voilà, et dans un contexte particulier qui est celui de l'engagement, tend à s'amenuiser, voilà, et donc elle s'y met, et puis le mari revient et tend à cette disposition à garder pour soi un certain nombre de choses, notamment toutes ces choses qui paraissent être éminemment subjectives, et qu'elle va se retirer petit à petit de cette participation en ligne qui lui tient pourtant à cœur, quoi. Donc voilà, il me semblait que c'était un terrain assez intéressant pour montrer ça. Et effectivement, la question du capital militant, je ne l'ai pas traitée parce que ça ne me semblait pas être le point le plus intéressant dans cette affaire-là. Mais effectivement, pourquoi pas, ça pourrait être une ressource théorique et conceptuelle à mobiliser. Sur l'éducation populaire et les inégalités sociales numériques, bon, moi, je travaille sur une partie de mes terrains sur la question de l'éducation populaire, mais qui n'a rien à voir avec le numérique.
Alors, je sais qu'effectivement, il y a un certain nombre d'organismes qui entendent prendre au sérieux cette question-là et en fait quelque chose. Une de mes collègues, qui est, me semble-t-il, assez spécialiste de la question, c'est Irène Pereira. Donc, si vous avez effectivement des questions spécifiques ou des choses dans ce domaine-là à voir, je pense que c'est un bon contact. Moi, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je n'ai pas du tout regardé en fait, ce qui se fait dans ce domaine-là. Voilà. Merci Fabien. Ça y est, les prises de parole arrivent. Donc, Jérôme Tricomis, si tu veux intervenir, vas-y. Ouais, alors peut-être c'est une question un peu différente. Donc moi je travaille dans une collectivité. Par ailleurs, je suis issu des mouvements d'éducation populaire qui sont aussi emparés de cette question du numérique. Et assez proche aussi de mouvements plutôt libristes qui s'en sont emparés, pas tellement sur la question de la médiation, mais plutôt sur des questions qui ont trait à la critique des modèles dominants de l'industrie numérique. Dans ma collectivité, moi j'identifie 3 grosses entrées où on parle beaucoup de numérique, qui sont très différentes. Il y a les pôles de médiation numérique, où on parle, la posture elle est plutôt de s'interroger sur la façon dont on accompagne des individus à des usages, avec une posture assez fataliste. Ces usages ils sont vus comme existants, étant développés de toute façon, et donc il faut accompagner les individus à ces usages-là, particulièrement les plus précaires. Des pôles qui travaillent plutôt sur les équipements internes de la collectivité numérique, donc direction des systèmes numériques et informatiques, et qui travaillent sur nos équipements, qui eux par contre ont un regard sur des questions de souveraineté, de data, qui se posent la question des solutions techniques qu'ils mettent en place, voire même de préférences plutôt locales, qui discutent d'open source. Et des espaces plutôt innovation, on discute Smart City et développement de techniques à tout va. Et ce qui m'interroge un peu, et ce sur quoi j'aimerais bien savoir si vous avez des éléments de réflexion ou des lectures, je trouve ça très lacunaire de sectoriser de cette façon-là, parce que ça veut dire que du côté de la médiation numérique, on ne s'interroge pas sur en fait, qui fait ces usages. On ne s'interroge pas sur les questions politiques qui tournent autour de la transformation et d'une certaine façon du numérique, avec des acteurs importants, avec des corporations, avec des choix politiques et économiques qui sont faits. Que du côté des personnes qui s'occupent plutôt d'innovation technologique dans le champ urbain, on ne s'interroge pas sur la question de la sobriété numérique on ne s'interroge pas non plus sur la question des usages, et que dans ce qui est plutôt de l'équipement interne, on ne s'interroge pas sur la question de la médiation. Et donc, je cherche des pistes plutôt théoriques et de réflexion aujourd'hui qui permettraient d'avoir une réflexion cohérente, de dire à l'intérieur de ma collectivité et dans d'autres espaces aussi, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de traiter ça comme une réflexion globale qui intègre non seulement le numérique comme objet qui serait là existant, mais comme dynamique, avec des dynamiques de pouvoir et des acteurs très divers à l'intérieur et sur lesquels il convient d'avoir une posture politique qui englobe ces champs-là. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je suis curieux d'avoir vos retours et puis vos pistes de réflexion là-dessus. Je veux bien effectivement, alors oui, c'était extrêmement clair, hein, il y a aucun souci là-dessus. Je veux bien dire 2 mots, mais vraiment 2 mots qui seront assez déceptifs. Bon, évidemment, je veux bien revoir remettre le nez dans la biblio, et cetera, et éventuellement vous proposer certaines références. Ça, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais vous posez là un problème tout à fait central. Alors, vous le posez depuis la pratique, depuis le terrain, etc. Ça ne m'étonne pas du tout ce que vous dites. C'est quelque chose qu'on rencontre un peu partout. Voilà, chacun travaille en silo avec des spécificités. Et sur une question qui est celle, par exemple, du numérique, on voit bien que l'intérêt pour cette question-là, elle se distribue
selon le rapport que chacun peut avoir ou que chaque catégorie professionnelle peut avoir à ce fait-là, et que bien souvent, voilà, il y a un travail en silo et que le dialogue entre ces différents silos ne se fait pas. Il se trouve que théoriquement parlant, c'est la même chose. Voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, clairement, mais cette division sociale de la pensée et de la réflexion d'un point de vue professionnel et à la base répond à cette division sociale-là, une autre division sociale qui est celle de la pensée ou du travail universitaire, etc., où d'un côté, il y a ceux qui ont tendance à penser effectivement d'un point de vue qui est plutôt de critique de l'économie politique, on va dire, ou la question, par exemple, dans les médias, de la structure de possession des médias, etc. Une vue, on va dire, plutôt macro, d'un côté, qui s'intéresse aux infrastructures, etc., au système économique qui porte les développements, etc. Et puis, un certain nombre d'attentions et d'intérêts de connaissances qui vont être plutôt liés, cette fois, au sujet, aux usages, etc. etc. Clairement, moi, dans mon domaine d'intérêt, qui est plutôt celui, on va dire, globalement, si on veut dire définir la chose de manière globale, une sociologie critique attentive aux médias, à la production symbolique, aux cultures, etc. etc. Ça fait des années et des années, en tant qu'ex-directeur de labo, j'ai essayé de le faire et ça a toujours été un échec, d'essayer de mélanger et de faire travailler ensemble des approches qui relèvent de l'économie politique, avec des approches qui relèvent par exemple des cultural studies, etc., voire de la théorie critique, de la sociologie de la domination. Voilà, c'est très très dur de ramener tout ça et d'avoir une pensée. Voilà. Je pense que la question que vous posez, c'est une question qui, moi, m'intéresse depuis un petit moment, voilà, et qui était toujours très mal considérée. C'est la question de l'effort de totalisation. Voilà. Alors, c'est souvent pris pour une espèce de vocation à proposer des théories générales, etc., qui ne rendent pas compte de la complexité. Bon, voilà. Je pense qu'il faut faire cet effort-là et que aussi bien théoriquement que pratiquement, on a intérêt à essayer de rassembler ces différentes choses. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous le constatez, vous, sur le terrain. Moi, je le constate aussi sur mon terrain à moi spécifique, mais qui est aussi un terrain professionnel. Et là, je n'ai pas de solution à vous proposer, quoi. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous dire « Ah, maintenant, vous devriez faire comme ça marche bien ». Moi, de mon côté, j'ai essayé de le faire, je continue d'essayer de le faire, et c'est très, très difficile. Alors, par exemple, une chose qui a été évoquée aussi dans les présentations, qui était de dire mais finalement, il y a une hétérogénéité des classes populaires, et notamment, il y a des rapports sociaux qui traversent toutes les classes d'une manière générale, mais les classes populaires aussi. Voilà, l'idée de l'intersectionnalité, par exemple, qui est assez à la mode, etc., qu'on décrit beaucoup avec tout un tas de discours emberlificotants de nos ministres, etc., sur l'islamo-gauchisme et toutes les grosses bêtises qui vont avec. Il me semble que l'intersectionnalité, on pourrait discuter de quel type d'intersectionnalité, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais l'intersectionnalité est par exemple une modalité pratique de considération ou de reconsidération de l'effort de totalisation. Voilà. Et donc, on sent que c'est quand même, bon, voilà, qu'il y a quelque chose, un mouvement, certainement pas de fond, mais un mouvement quand même dans une partie de la société, aussi bien à la base qu'ailleurs, etc., qui va quand même vers cette nécessité de prendre en considération, je pense que la question écologique n'y est pas pour rien non plus, de prendre en considération des systèmes un peu plus vastes, un peu plus globaux, et d'essayer de lever le nez du guidon. Mais c'est très dur à faire. Merci Fabien et merci Jérôme pour la question. Il y aurait une prise de parole de Sébastien Van Neck maintenant. Si c'est... Voilà. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Je me présente rapidement. Moi, je suis donc Sébastien Van Neck, je travaille à l'association Lire et Écrire en Belgique.
Donc, c'est une association d'alphabétisation populaire. Il y a 2-3 ans, on avait d'ailleurs invité Madame Pasquier pour, sur un colloque par rapport à la dématérialisation des services. Et donc, moi, je suis chargé de projet et de recherche dans l'association et on est justement, je rebondis par rapport à l'intervention de Margot Beauchamp. On a mené une étude par rapport aux épreuves de professionnalité liées au numérique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que il est important de voir qu'est-ce qu'on met derrière le numérique. Enfin, en tout cas, à mon sens, hein, on peut discuter de ça après. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le numérique? Parce que quand on parle des travailleurs sociaux, on peut facilement dire que effectivement, le cœur du métier est touché, est bouleversé parce que la place du relationnel est fortement impactée. Néanmoins, avec les travailleurs socioculturels, si on peut dire, on peut voir par exemple que le numérique, c'est au moins 4 choses différentes. C'est le distanciel, la formation qui se mène à distance, et donc qui amène plein de complications sur plein de points différents. Et, bon, voilà. C'est le fait de pouvoir répondre à des demandes d'aide numérique. François Sorin et Pierre Mazet en ont pas mal parlé. C'est le fait aussi d'apprendre à utiliser des outils numériques ou l'ordinateur en formation. Et c'est aussi apprendre à utiliser l'ordinateur et les outils numériques via une pédagogie d'éducation populaire. Et donc, via tout ça, en fait, on peut voir que, comme M. Planter le disait, je pense, c'est important de pouvoir, pas d'office globaliser ou généraliser, parce que les épreuves peuvent aussi avoir des sortes de succès ou forcément pour des assistants sociaux, assistantes sociales, ce ne sera pas le même type d'impact que pour d'autres travailleurs sociaux, si on généralise travailleurs socioculturels à travailleurs sociaux. Donc, voilà, là, je voulais simplement rebondir sur l'intervention de Margot Beauchamp et que je trouvais très juste aussi, parce qu'on retrouve néanmoins ça aussi dans le discours de certains travailleurs socioculturels, qui est un peu contrasté, un peu ambivalent aussi en fonction des groupes de formation, etc. Et alors, j'ai une deuxième partie d'intervention. Donc, je voulais rebondir sur ce que disait M. Grandjean. Donc, merci aussi pour votre intervention. Par rapport à l'apport bourdieusien sur le numérique. Peut-être que vous nuancerez ce que je dis, mais moi, j'ai l'impression que, enfin, on peut faire pas mal de critiques sur la notion de fracture numérique, et je serais très intéressé de lire votre bouquin, notamment par rapport à ça. C'est le fait que, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en utilisant le terme fracture numérique, on pense à travers une pensée d'État. Il y a une sorte de catégorie de vision, de division des choses qui se diffuse au sein de la société, dans nos discours de sens commun, etc., et qu'on n'arrive plus à penser autrement qu'en termes, au final, fonctionnalistes. On est dans la fracture numérique ou on n'y est pas, ou alors, comme on peut le voir parfois, on est fracturé ou on n'est pas fracturé. Et donc, à ce sujet, je trouve ça assez réjouissant de voir que vous évoquiez donc de parler d'inégalité sociale numérique, qui est beaucoup plus juste. Enfin, c'est ma simple perception des choses, quand même, et qui permet d'aller au-delà des évidences a priori, donc de ce qui est a priori des évidences. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez par rapport à cette notion de pensée d'État sur la fracture numérique. Parce que moi, ça me permettrait peut-être d'y voir un petit peu plus clair sur la critique, et notamment par rapport au secteur associatif, où je pense que le secteur associatif, qui est constitué de pas mal d'organisations de représentation de public, pour lesquelles donc, il serait bon de pouvoir se positionner autrement peut-être qu'en parlant en termes de fracture numérique. Voilà. Merci. Merci de vos commentaires. Oui, sur la pensée d'État, alors je ne sais pas tout à fait quoi bien mettre derrière, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est un sujet
qui a intéressé beaucoup de gouvernements depuis maintenant, bon, voilà, les premières autoroutes de l'information, les premiers plans nationaux, puis généraux, notamment aux États-Unis, puis après en Europe, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un discours d'accompagnement. Enfin, moi, ce qui m'a semblé important, c'est peut-être dans le bouquin, là, pour répondre à votre commentaire, vos questions, vos intérêts, c'est une des parties du, me semble-t-il, 3e chapitre, mais du coup, Michael saura mieux le dire que moi. Il maîtrise plus la structure des premiers chapitres que moi, finalement. Toute la partie, le 3e chapitre sur la question de l'idéologie. Alors effectivement, moi, ce qui me semblait intéressant à pointer, alors je ne sais pas si ça répondra tout à fait à votre préoccupation, c'était qu'effectivement, il y avait un certain, on va dire, un ensemble de discours d'accompagnement qui visait à mettre en acceptabilité la question du numérique comme étant effectivement une dimension essentielle des sociétés actuelles, des sociétés capitalistes avancées, etc., etc. Et que bien évidemment, il fallait que tout le monde rentre de plein pied dans cette technologisation accrue des sociétés et qu'il fallait laisser personne sur le bord de la route et notamment lutter contre l'exclusion numérique, voilà, qui est un terme qui, moi, me gêne beaucoup parce que dans le terme d'exclusion, on binarise quand même beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux dehors, les insiders, les outsiders. Et être dedans, ce serait quoi? Ce serait être en capacité d'avoir une connexion à un smartphone, de l'équipement, de la connexion et développer des usages. Et donc, voilà, on est intégré à la société, à ces sociétés-là. Bon, voilà. Donc, à partir de l'intégration, la notion d'intégration me semble être nettement moins riche que celle d'inégalité, parce qu'on peut être dedans et effectivement le propre de la participation à un système, c'est que ce système-là, il peut être précisément inégalitaire et donc distribuer des places, des positions sociales, etc. Alors que dans l'idée d'inclusion ou d'exclusion, on est dedans ou dehors. Et puis, une autre dimension, moi, qui m'interpelle de l'exclusion, c'est voilà, cette idée que finalement l'exclusion serait une espèce de marge, qu'il y aurait une espèce de gros paquet d'ensemble avec d'un côté, certes, des gens qui s'en détachent et qui sont les élites et je ne sais quoi, le fameux 1%, et voilà, et puis de l'autre côté, quelques exclus, quoi. Et qu'il faut faire attention à ce que ces gens-là soient remis dans le système, etc. Mais on pense en termes d'inégalité, ce n'est pas quelques exclus. Les inégalités, elles sont massives. Voilà, donc il ne s'agit pas simplement de raccrocher les marges et de les faire participer à l'utilité du système capitaliste, pour dire les choses comme je les pense. Voilà, et qui est une vision de l'exclusion, alors que la vision de l'inégalité, c'est de penser qu'au sein même du système et qu'au sein même des inclus, il persiste des formes d'inégalité. Donc ça, c'est une première chose. Sur la question de l'idéologie du discours d'État, moi, il me semble qu'il y a autre chose qui est très, très important et qui n'est pas beaucoup pointé et que je n'ai pas beaucoup travaillé, mais j'aimerais bien travailler la chose. Voilà, quand on pense idéologie, on pense discours, on pense production symbolique, dont la capacité, dont la visée est une mise en acceptabilité d'un certain nombre de choses. Moi, il me semble que l'idéologie, elle passe précisément par les machines, par les dispositifs techniques, par les outils. L'idéologie, c'est aussi toutes les formes, en tout cas moi je la définis comme ça, toutes les formes possibles d'habituation, d'accord, nécessaires à faire marcher et à reproduire le système. Et donc précisément, l'idéologie entendue comme étant des formes quelconques d'intégration précisément et de mise en correspondance des attitudes, des comportements, des manières de faire, de penser, d'agir, de sentir, etc. Ça va jusqu'aux affects. Toute la partie dont Michael a parlé tout à l'heure sur le capitalisme cognitif, la mise en jeu de la vie dans son entièreté au travail, etc., me semble être des travaux tout à fait intéressants, et que cette mise en correspondance, ce guidage des conduites, voilà, l'idéologie, on pourrait penser que ce sont toutes les
les manières de guider les conduites dans un sens particulier, eh bien, elles passent aussi par les machines. Et tout ce que développe, par exemple, Shoshana Zuboff, Christophe Mazuti sur la question du capitalisme de surveillance me semble être tout à fait intéressant, puisqu'on voit bien que la gouvernementalité algorithmique, elle permet effectivement de rentrer les gens dans des boucles de pratique, voilà, dont ils auront, au fur et à mesure de leur inscription dans ces boucles, de plus en plus de mal à sortir. Donc, si on s'intéresse effectivement à la question du guidage des conduites et de la mise en acceptabilité de systèmes inégalitaires, je pense qu'il faut certes continuer à s'intéresser de manière très forte à la question de la production du discours, et vous avez raison, la production du discours notamment étatique, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a une partie de l'idéologie qui n'est pas d'ordre étatique, mais enfin, qui relève d'institutions et d'acteurs marchands. Après, il faut penser aussi le rapport entre l'État et le marché. Hein. On a une vision en France tout à fait liée à un welfare state qui a longtemps été assez fort. Donc on pense que l'État est avant tout, comme disait Bourdieu, hein, la main gauche, la main droite de l'État. L'État est surtout protecteur, mais en fait, l'État est le gardien du marché actuellement, assez clairement, on le voit. Et dans le domaine du numérique, c'est assez flagrant quand même. C'est-à-dire qu'on est capable de lâcher des pans entiers de secteurs de l'État à des domaines, marchands. J'en veux pour preuve, par exemple, le plan de relance et la question de la médiation numérique. Enfin, moi, les bras m'en tombent quand même, quoi. C'est-à-dire qu'on confie la formation des, je ne sais plus, 4000 nouveaux conseillers numériques, là, France Relance, au secteur privé, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on pense que l'université, par exemple, peut former de manière assez intelligente et pas simplement clic-bouton, des gens qui vont se lancer dans les secteurs de la médiation numérique. Donc, on confie ça à Simplon, on confie ça à l'AFPA. Bon, voilà, Simplon, c'est moyennement faire, en tout cas, pas les gens pour la force de travail pour pouvoir mettre en place tout ça. L'AFPA ne sait pas faire et donc c'est une vraie catastrophe. Enfin, voilà. Et puis, je ne sais pas, par exemple, si on reste dans le domaine de l'éducation, puisque il doit être sans doute un certain nombre autour de ces écrans à être concernés par ça, il n'y a jamais eu autant de certifications de formation privée par l'État, par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que État et marché, voilà, il faut voir les liaisons pas simplement fructueuses, mais aussi dangereuses qui existent. Et que par ailleurs, et j'en termine là, effectivement, la question de l'idéologie est centrale et elle passe aussi par les outils maintenant. La transition va être assez intéressante puisque Mehdi est un des acteurs de cette formation des conseillers numériques, puisque le seul endroit en France où la formation des conseillers numériques n'a pas été confiée ni à Simplon ni à l'AFPA, c'est en Île-de-France. Donc, à toi de jouer, Mehdi. Oui, et puis c'était même la raison pour laquelle, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir déposer avec une structure qui s'appelle Poles, qui travaille dans les quartiers, avec le hub Franciline, qui est le hub en Île-de-France. Et moi, ce qui m'avait motivé à répondre, c'était justement qu'on était représentant de l'éducation populaire au numérique, qui s'est quand même pris pas mal de claques dans les temps qui viennent. Et l'éducation populaire au numérique, l'éducation populaire a été particulièrement absente. Et pour moi, c'est un vrai drame, cette absence des Franca, des CMEA, des gens qui avaient beaucoup l'expérience, par exemple, du BPGEPS, option multimédia à l'époque, et qui sont passés à côté de tout ce savoir-faire pour former les actuels conseillers numériques. Voilà. Bon, ça, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas visiblement la question, mais c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, quand on a voulu apporter beaucoup de fonds sur la formation, c'était problématique, notamment, par exemple, on a voulu leur parler d'anthropologie des usages, etc. dans cette formation. D'ailleurs, on en fait.
Mais c'est un cours qui est difficile parce que souvent, ils ne comprennent pas pourquoi on parle de ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, pour diffuser une vidéo de toi, Pascal, je peux dire qu'on a souvent des discussions après avec les conseillers numériques. Voilà. Moi, j'avais une question pour en revenir à l'ouvrage, parce que il y a des études actuellement sur les quartiers politiques de la ville où on essaie de nous expliquer qu'il y a des différences flagrantes. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a, d'après vous, des vraies différences entre le quartier politique de la ville et les classes populaires en général? Ensuite, est-ce qu'en matière de non-usage, il y a des différences entre ceux qui sont dans les classes populaires et ceux qui n'en sont pas? Pour ma part, les non-usages, j'entends autant les non-usages par rapport à la dématérialisation que les non-usages qui n'en sont pas. Ça peut être le paiement en ligne, peu importe. Donc voilà. Donc peut-être, quelles sont vos conclusions sur y a-t-il des différences entre quartier politique de la ville et classes populaires en général? Et est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les classes populaires et ceux qui n'en sont pas? Voilà. Est-ce que je peux répondre à cette question? Je m'attendais, j'allais dire, Fabien, tu peux enchaîner, mais peut-être que d'autres gens ont des choses à dire. Donc, oui, vas-y Dominique. Ça va m'imposer la voix. Je trouve que c'est une excellente question. Et bien sûr, sans faire de généralité abusive, il me semble, pour avoir pas mal circulé dans les maisons de quartier, dans les QPV, la chose qui m'a peut-être le plus frappée, c'est qu'en fait, les municipalités ont équipé ces maisons de quartier d'ordinateurs flambant neufs et d'imprimantes, ce qui n'est pas inutile, sauf que ça revient à former des gens à l'ordinateur 3 heures, alors qu'ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, ce qui est une aberration. Donc, en fait, il me semble que, peut-être encore une fois, c'est toujours difficile de faire de généralité, mais disons qu'il y a une partie des internautes qui est clairement associée à plutôt une population faiblement diplômée, qui n'utilisent pas l'ordinateur et n'utilisent que le smartphone ou la tablette. Donc, cette population-là, qui est celle qui est la plus touchée par les méfaits de la dématérialisation administrative, il faut organiser uniquement des formations sur smartphone. Alors, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais il me semble que oui, on peut dire qu'il y a le décalage est particulièrement frappant dans les quartiers prioritaires de la ville, où on essaye de faire utiliser des ordinateurs à des gens qui n'en ont pas chez eux, ce qui est complètement absurde. Après, c'est compliqué, les classes populaires, encore une fois. Moi, je pense qu'il y a vraiment des nuances à introduire entre les fractions des classes populaires qui sont extrêmement complexes et que c'était un peu l'échange que je voulais avoir avec Fabien. Prendre uniquement les dominés aux études longues me semble pas du tout couvrir la possibilité d'analyse de ces milieux populaires. Voilà. Moi, avant que tu réinterviennes, Fabien, moi je veux bien compléter cette question-là avec le point de vue marsouin en fait dessus. Donc Marsouin a été mobilisé, Margot était avec nous à ce moment-là, a été mobilisé dans le projet Capacity. Sur l'enquête quantitative Capacity, on va dire il y a eu pas un détournement, mais un recalcul de nos données fait par une agence gouvernementale qui s'appelle France Stratégie, qui a donné le chiffre des 13 millions d'exclus, je mets entre guillemets, du numérique. Ce chiffre qui a été, je prends mon vocabulaire, fétichisé en fait. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une masse de personnes qui représentent un enjeu politique, etc. Donc, on est dans une toute autre démarche que l'explicitation territoriale, en fait. L'explicitation des contextes de production et d'identification des inégalités sociales numériques.
Depuis, on a commencé à travailler, enfin on a continué à travailler, et sur plusieurs enquêtes, on a pu isoler un effet zone rurale isolée. Là encore, Margot était dedans, et elles ont fait aussi un travail qualitatif très intéressant, et on va reproduire un travail. Swazig est aussi présente, donc Swazig est notre coordinatrice, et elle est aussi ingénieure de recherche statisticienne. Pour vous la faire simple, c'est assez facile d'avoir des entrées quantitatives de discrimination des usages des technologies numériques sur les zones rurales isolées. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais méthodologiquement, ça tient, et on voit effectivement des usages différenciés qui sont dus à l'absence de couverture réseau, à des caractéristiques, on va dire, sociodémographiques des publics, etc. etc. On a continué à travailler sur demande, en particulier, je pense qu'elles sont présentes, des collègues des grandes métropoles de l'Ouest qui s'intéressent énormément à la question que vient de poser Mehdi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des comportements politiques sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville. Et nous avions fait pas mal de boulot sur les quartiers de Rennes et de Brest depuis une quinzaine d'années, ce qui a donné d'ailleurs des politiques publiques assez particulières, notamment sur Brest. Michel Briand est présent, donc il pourra témoigner de ça. En fait, où on en est aujourd'hui en termes de méthodologie qualitative, ben, on se pose vraiment la question de savoir si c'est possible, en fait, parce que ce qui remonte des travaux qualitatif, c'est que finalement, il n'y a pas des usages spécifiques ou des pratiques numériques spécifiques dans les quartiers politiques de la ville en tant que tels, mais plutôt dans des micro-quartiers. Ça se joue à la barre d'immeubles, ça se joue à des concentrations d'immeubles. Quand on parle de quartiers politiques de la ville, on fait des catégories tout à fait générales. Par exemple, en Bretagne, les quartiers politiques de la ville de Brest et de Rennes sont des quartiers tout à fait comparables à des quartiers des autres grandes villes françaises. Mais sachez qu'il y a des quartiers politiques de la ville dans des villes de la taille d'Hennebont. Et quand on parle d'un quartier politique de la ville à Hennebont, eh bien, en fait, on parle d'un ensemble HLM enclavé depuis de quelques tours HLM enclavés depuis des années dans un milieu qui est semi-rural. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quantitativement, on est au début du boulot, pas à la fin, et que probablement que c'est le qualitatif qui va être le plus intéressant pour nous. Et puis, juste une autre, avant de laisser la parole à Fabien, donc ça, c'est du point de vue marsouin. Maintenant, du point de vue des études sur l'éducation, l'accompagnement parental, etc., il y a cette excellente thèse de Yann Guéguin, soutenue en décembre 2019, si mes souvenirs sont bons, qui a travaillé sur les élèves de SECPA de la ville de Brest. Et effectivement, quand on assemble ces questions, tu vois, c'est pour avancer sur le sujet classe populaire. En fait, effectivement, je suis d'accord avec Dominique, c'est un vrai sujet. Ben, en fait, les filières SECPA sont des filières de relégation scolaire. Donc, il y a un dispositif scolaire qui génère de la stigmatisation. Et il a quand même constaté qu'il y avait des pratiques, une difficulté d'accompagnement éducatif des pratiques numériques chez les familles qui sont plutôt CSP-, habitant plutôt dans des quartiers politiques de la ville, et donc avec des enfants scolarisés en SECPA, mais on voit bien que finalement, ce sont plusieurs conditions qui mettent en avant qu'il y aurait des comportements spécifiques vis-à-vis du numérique, à la fois des plus jeunes et des familles. Et deuxième entrée un peu plus qualitatif, je reprends le travail du Lab Access, donc François Sorin et Pierre Mazet, auquel j'ai contribué modestement. En fait, il y a un autre élément important, c'est finalement la mise à disposition de ressources de médiation numérique. Comme tu le disais, Dominique,
il y a des ressources de médiation numérique qui sont inadaptées dans certains quartiers politiques de la ville. Mais quand on fait le recensement sérieux sur un territoire à l'échelle de la Bretagne, c'est le boulot qu'on est en train de faire en partenariat avec, enfin, l'Abaccess est en train de faire en partenariat avec la région Bretagne et puis les collectivités territoriales, on se rend compte en fait que c'est un facteur déterminant on va dire, de la différenciation des usages, et que ce n'est pas réservé au quartier politique de la ville, c'est-à-dire qu'il y a des territoires complets, en particulier, où il n'y a pas du tout d'offre de médiation numérique. Et donc, quand il n'y a pas d'offre de médiation numérique, côté de la dématérialisation et du travail social, on a dégradation des situations, tant du côté du décrochage scolaire, on a dégradation des situations. Donc, voilà, tout ça est plus complexe que l'image de l'exclusion numérique ou de la fracture numérique binaire dont on parlait tout à l'heure. Fabien, si tu veux enchaîner, ou Mickaël aussi d'ailleurs, tu as des choses à dire là-dessus. Non, mais peut-être par rapport à ce que disait aussi Fabien tout à l'heure au sujet des inclus et puis des exclus, et cette question du non-usage, voilà, elle n'est pas très satisfaisante encore aujourd'hui, même s'il y a eu des publications sur la question du non-usage. Annabelle Boutet avait travaillé notamment là-dessus. Mais c'est vrai que, notamment quand tu parlais, Pascal, des 13% d'exclus du numérique, voilà. Millions. Oui, 13 millions, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça signifie, sachant qu'on voit bien que, notamment si on regarde la stratégie pour un numérique inclusif là, qui avait été présentée en 2017 là, par Mounir Majoubi, on voit bien que l'État se repose aussi pour faire le lien aussi avec les travailleurs sociaux, sur les travailleurs sociaux qui doivent finalement faire à la place d'eux, quoi. Et ça pose tout un certain nombre parce que, sous prétexte qu'il y aurait des personnes qui seraient éloignées du numérique. Et ça pose tout un certain nombre de questionnements sur justement l'accès à des informations privées, sur les éventuelles erreurs que peuvent commettre aussi les travailleurs sociaux quand il faut remplir, je ne sais pas, une déclaration en ligne et tout. Et voilà, ça pose cette question de la responsabilisation qui doit probablement inquiéter aussi beaucoup de travailleurs sociaux aujourd'hui, mais qui, à mon sens, demande aussi de continuer à travailler sur cette question de l'éloignement du numérique, parce que ce n'est pas effectivement parce qu'on n'utilise pas qu'on est éloigné du numérique, puisque de toute façon, au sujet des démarches administratives, on est bien obligé maintenant d'accéder à ces dispositifs quand même pour pouvoir percevoir des aides sociales, etc., quoi. Tu attends, Pascal, que j'abonde. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme tu veux. Hein. Non, Tu souhaitais que le débat soit dans le moment de préparation. On s'était dit que ça serait sympa que le débat soit pas un dialogue juste. Mais carrément. Là, Mehdi, merci Mehdi. On a eu l'occasion de s'exprimer tous, mais tu n'es pas obligé. Enfin, c'est comme tu sens. Il n'y a pas de. Pour dire deux choses très très rapidement, l'essentiel a été dit et très bien. Je suis très content que la parole tourne. Ça me satisfait complètement. Effectivement, il y a plusieurs études qui ont mené que les actions, notamment les actions ponctuelles de médiation numérique dans certains quartiers, notamment les QPV, n'avaient strictement aucun effet, précisément parce que ça ne portait pas sur les besoins et nécessités qui existaient au sein de ces espaces-là. Et puis par ailleurs, les travaux dans littératie numérique montrent bien que une formation n'a d'effet, de conséquences positives que si la personne qui suit la formation est en capacité de mobiliser dans un temps très proche de la formation les éléments qu'elle a pu apprendre pour pouvoir effectivement en faire une expérience, etc. Donc, si on apprend des choses sur ordinateur et qu'on n'a qu'un téléphone, effectivement un téléphone portable à la maison, ce qu'on a pu apprendre sur l'ordinateur et qui n'est pas nécessairement inutile, il y a de grandes chances que ça ne serve pas à grand-chose et qu'on oublie effectivement un certain nombre de choses. Bon, je m'arrête là. Alors,
Merci Fabien. Je vais rajouter quelque chose. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose, Michael? Non, mais c'est parce que tout à l'heure, Dominique parlait effectivement de la question de la formation sur smartphone, et je voyais aussi dans le chat qu'il y avait une réaction tout à fait juste. C'est que finalement, les applications aussi qui sont développées pour smartphone, on a des supports quand même qui sont adaptés à certains usages. Et c'est vrai que quand il faut, par exemple, je ne sais pas, imprimer ou préparer une candidature, je ne sais pas, entrer en contact avec une administration, il est plus facile quand même de taper sur un clavier que sur une tablette. Donc, il y a aussi cette question aussi des supports qui sont parfois plus ou moins adaptés à certains usages, mais tu l'avais montré, hein, Dominique, dans ton ouvrage, que malheureusement, il y a une forme de double peine. Hein, c'est ce que Albirola Écroute aussi avait mis en évidence. Hein. Ce sont des populations qui accèdent le moins aux technologies, qui n'ont pas forcément les équipements qui leur permettent de réaliser leur démarche en ligne, et qui sont les plus qui ont le plus besoin finalement d'accéder à ces dispositifs-là. Et avant de te donner la parole, Guillaume, juste une précision. Je pense que le sujet que nous abordons, c'est véritablement un sujet lié aux normes sociales d'usage, d'une part, et aux formes éducatives et scolaires et universitaires, d'autre part. Et ce qu'on a constaté, on l'a publié dans la revue des presses des mines l'année dernière, dans l'enquête Capuni, mais aussi dans le travail sur ID, c'est que finalement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que rentrer en relation avec des publics jeunes ou moins jeunes en situation, on va dire, d'éloignement du numérique par les outils qu'ils utilisent, finalement, c'est une stratégie, on va dire, d'éducation, de communication et de médiation. Voilà. Et beaucoup d'enseignants nous ont démontré pendant le confinement qu'ils étaient capables d'intégrer, vous avez tous entendu parler de l'histoire de ce réseau social de gamers, la Discord, qui a permis de garder des communications avec des élèves qui étaient en situation de décrochage pendant le confinement, et qui est presque scénarisé finalement par les enseignants pour les emmener sur des nouveaux, sur des dispositifs plus institutionnels, etc. Et pour mémoire, utiliser un environnement numérique de travail scolaire sur smartphone, bon courage. Enfin, c'est quasi impossible. Donc forcément, pour moi, il n'y a pas d'exclusive. Hein. Entrer par les pratiques écologiques, entrer par les pratiques des usagers, c'est quelque chose d'important, mais ça ne dispense pas d'identifier quels sont les avantages et inconvénients d'aller sur d'autres types de technologies ou d'environnements logiciels. Guillaume, à toi. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour, effectivement, Guillaume Lahoz, je travaille pour le réseau national PIMS Médiation. Donc, on est un réseau d'associations qui travaille depuis 25 ans sur le champ de la médiation sociale. Et du coup, on intervient de plus en plus sur le champ de la médiation numérique. Donc, depuis 7-8 ans, on a vraiment fait notre mue là-dessus. Et je voulais rebondir sur tout ce qui vient d'être dit là. Effectivement, on ne doit pas imposer nos contraintes en tant que médiateur, aidant, administration, institution à l'usager, à la population, notamment nos contraintes matérielles. Cependant, les ordinateurs sont indispensables. Je rejoins tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, notamment si on travaille sur l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, se passer de la compétence de maîtrise de l'ordinateur, c'est compliqué. Et je pense qu'un des enjeux, ce n'est pas tant que les populations possèdent du matériel informatique, mais bien qu'ils y aient accès, que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des tablettes. Et dans ce sens, voilà, les différents lieux d'accueil et d'accompagnement, on doit aussi transformer un petit peu nos pratiques pour pouvoir s'adapter aux besoins et aux usages des publics. Et je prendrai un autre exemple aussi sur des contraintes qu'on peut imposer, c'est quand on propose des accompagnements sous forme d'ateliers collectifs, quand on fait une programmation qui correspond aux contraintes de la structure, en disant le prochain atelier c'est mardi prochain de 9h à 11h, et on ne s'adapte pas forcément aux contraintes des usagers. Donc avoir un peu plus de flexibilité là-dessus, ça me semble important. Et dernière réflexion sur ce qui a été dit aussi sur le travail social.
Nous, on voit maintenant, on se dit médiateurs sociaux numériques. On fait ni de la médiation sociale pure, ni de la médiation numérique pure. Et à quel point, justement, aujourd'hui, ces deux mondes sont poreux et entrelacés. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. On voit qu'on fonctionne encore en silo aujourd'hui. Alors, nous, on est un peu entre les deux, mais il y a des acteurs de la médiation sociale, il y a des acteurs de la médiation numérique. Aujourd'hui, ce matin, notamment, on a parlé beaucoup de médiation numérique, mais peu de médiation sociale numérique. Et il y a un vrai enjeu de cohésion sociale aujourd'hui à travers l'inclusion numérique et d'accès aux droits, même maintenant d'accès aux soins par le numérique. Donc, je pense qu'il y a intérêt à rapprocher un petit peu les mondes. Voilà mes réflexions rapidement. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Merci Guillaume. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Fabien? Pas particulière, non, j'abonde et je prends note Moi, je voulais… d'expériences qui sont tout à fait intéressants et qui donnent des pistes tout à fait… Moi, je voulais dire juste deux mots, puisque Guillaume est représentant des PIMS. Je pense qu'effectivement, une analyse un peu sérieuse de l'histoire, et je rends grâce à la thèse d'Amélie Turet, qui est intervenue tout à l'heure, qui a fait un gros travail dans sa thèse d'identification de l'histoire, des lieux, des acteurs de la médiation numérique, mais ensuite, je pense qu'Emmanuel Bayoud doit être là, enfin un certain nombre d'autres travaux démontrent ça. En fait, il serait plus juste de parler des médiations numériques, parce qu'il y en a qui sortent de l'éducation populaire, mais en même temps, la première médiation numérique des années 80, elle était dans les bibliothèques et les médiathèques, et elles sont encore très, très présentes, et très, très présentes en milieu rural en particulier. Donc, en fait, les PIMS, c'est presque dans leur ADN, dans leur histoire, de parler de médiation sociale numérique. Et effectivement, je pense que vous êtes dans un espace qui correspond aux besoins des populations face à la dématérialisation, là où il y a d'énormes tensions. Enfin, c'est très compliqué pour une assistante sociale en zone rurale isolée d'envoyer quelqu'un faire de la médiation numérique à la bibliothèque du coin. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose, hein, on voit bien. Et les conseillers numériques France Service répondent pas forcément toujours à ces besoins d'intermédiation en plus de la médiation. Donc, c'est vrai que évoquer médiation sociale numérique, évoquer médiation culturelle numérique, évoquer médiation éducative numérique, ça serait peut-être plus juste et on y verrait peut-être un peu plus clair, y compris en termes de formation. Je crois que c'est Maxime qui avait demandé une intervention et on va commencer à s'acheminer vers la fin de ce séminaire. Alors Maxime, à vous. Bonjour, donc merci pour toutes ces présentations super intéressantes. Donc, moi, je suis anthropologue du numérique et je suis breton, donc ça me donne des accointances avec Marsouin, bien qu'on ne se connaisse pas. Alors, ça va peut-être paraître une boutade ce que je vais dire, mais quand on parle d'inégalité, je pensais un petit peu à l'autre côté du spectre de l'inégalité, c'est-à-dire les gens qu'on va dire les plus favorisés. Alors, est-ce qu'on peut aussi penser des pratiques c'est pour ça que ça m'a plu d'entendre la question de dissocier, d'articuler plutôt inégalité sociale numérique, parce qu'en fait, on peut bien sûr les séparer l'une de l'autre, notamment si, par exemple, pour y essayer d'y réfléchir, des gens extrêmement favorisés par le capital culturel, économique, etc., peuvent aussi déléguer une partie de l'activité qui pourrait être numérique, tout simplement pour gagner du temps, pour gagner en termes de stratégie de temps. Donc, on pourrait aussi réfléchir de l'autre côté du spectre, en fait, peut-être en se disant pourquoi, parce que ces pratiques de déconnexion volontaire, en quelque sorte, mais qui restent connectées par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, donc mécanisme de domination, ça permettrait peut-être de réfléchir à des nouvelles formes de domination qui pourraient venir ou qui sont peut-être déjà en place. Très concrètement, par exemple, avoir un ou une secrétaire qui va s'occuper des mails, etc., quelqu'un qui va s'occuper, voilà, déléguer. Mais du coup, dans l'inégalité, c'était l'idée de réfléchir aussi aux personnes plus favorisées que la moyenne. Et est-ce qu'ils ont des pratiques qui peuvent être intéressantes à étudier? Voilà en ce qui concerne mon intervention. Quelqu'un veut réagir?
Fabien, non? Pas particulièrement, effectivement, c'est tout à fait intéressant d'aller voir ce que font les dotés et les privilégiés, etc., etc. C'est assez clairement, en tout cas, Hmm. en sciences sociales, un domaine qui est sous-traité. Bon, on connaît bien évidemment les travaux des Pinson-Charlot, et il en existe d'autres également, mais par rapport à d'autres espaces, d'autres lieux de l'espace social, bien évidemment, c'est sous-regardé et sous-investi, et c'est effectivement une bonne idée d'aller regarder. Alors effectivement, on peut penser qu'il y a des formes par exemple, de non-usage qui en fait sont des formes de délégation qui reposent sur des formes de domination par ailleurs, hein. Bon, voilà, on voit ça dans d'autres domaines, effectivement. Voilà, vous faites faire votre ménage par quelqu'un d'autre, vous faites faire un certain nombre de choses par quelqu'un d'autre. On peut imaginer qu'il y ait une partie des tâches subalternes, notamment liées au numérique, qui soient confiées. Alors oui, sans doute, c'est peut-être intéressant à les regarder. Effectivement, ce n'était pas mon entrée, moi, personnellement. Donc, mais oui, pourquoi pas. Oui, merci Fabien. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ça ouvre le spectre et ça ouvre aussi le spectre sur les dispositifs. Donc, juste une petite illustration. Notre collègue spécialiste des questions de genre, Isabelle Collet, qui est professeure à l'Université de Genève, lorsqu'elle est arrivée maître de conférence à l'Université de Genève, elle s'est fait doter d'un ordinateur. Elle a eu un PC. Le jour où elle a été élue au conseil d'administration, elle s'est rendue compte que tous les profs avaient un Mac. Donc, elle se faisait doter ou avait le droit de se faire doter d'un Mac. Donc, les processus de fétichisation, on va dire, ils sont externes à nos institutions, mais ils sont bel et bien très incorporés dans nos institutions. Et donc, je fais un glissement pour un clin d'œil à Bourdieu, on est aussi dans des processus de distinction, là. Et ça, je trouve ça assez intéressant à étudier. Donc, Maxime, et à tous les membres de ce séminaire, je vous rappelle que vous pouvez déposer des micro-projets de recherche dans le cadre de l'appel à projet Marsouin qui est déroulé en ce moment, où effectivement, on va dire, ce type de travaux exploratoires peut trouver complètement sa place. Alors, qui plus est, si vous êtes en Bretagne, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je ne suis pas en Bretagne, mais quand je le serai, ça sera l'occasion. Bon, d'accord. Je passe la parole à Sarah, et puis on va peut-être… voilà, il est 23, donc peut-être un petit mot de la fin de Fabien. Donc Sarah, si vous voulez bien, Sarah Guillet, je crois. Oui. Bonjour, merci. Je vous remercie beaucoup parce que enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment une découverte, ce genre de réunion-là. C'est plein de réflexions, c'est très intéressant. Par contre, ça ouvre beaucoup de questions plus que des réponses, comme souvent. Moi, je venais vous écouter parce que on travaille au sein de la collectivité à essayer de faciliter le parcours usager pour ouvrir les mobilités alternatives à tous. Dans ce cadre-là, on a un projet d'outils qu'on appelle le Mobilité as a Service, qui a un but de regrouper tout un tas de données de mobilité pour essayer de faciliter l'accès à l'ensemble des usagers. Et en fait, ça nous pose plein de questions aujourd'hui que vous avez beaucoup traitées. C'est est-ce qu'on n'est pas en train d'exclure un certain nombre de populations? Alors, des classes sociales défavorisées, mais certainement pas que. Nous, on pense aussi aux personnes plus âgées ou même des gens qui n'ont pas envie de basculer sur le numérique. Et du coup, on n'arrive pas bien à mesurer, est-ce qu'on est en train de prendre le bon chemin en se disant, pour faciliter le parcours usager, on fait ce gros truc très complexe, numérique, et qu'est-ce qu'il faudrait faire à côté pour ne pas perdre un certain nombre de personnes et les exclure, entre guillemets, avec tous les guillemets, vu la conversation de ce matin, de l'accès à ces mobilités alternatives qu'on veut promouvoir le plus possible, quoi. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Oui, ça me paraît assez clair. Est-ce que Fabien, tu veux réagir? Michael? Dominique? Pour ma part, il y a eu une coupure de son, je n'ai pas tout saisi.
suis vraiment désolé. Donc, c'est la question du déploiement de mobilité alternative sur la métropole de Nantes et réfléchir à comment finalement on travaille leur appropriation par le plus grand nombre pour éviter des effets d'exclusion. On est un peu… alors, Dominique, voilà, Dominique. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Dominique, on ne t'entend pas. Ouais. Voilà. Ça y est, excuse-moi. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est que les métropoles partent du travail des associations au niveau local. Ça, vraiment, je trouve que ce n'est pas du tout assez fait. Il y a une espèce de contradiction entre le fait de mailler le territoire alors qu'il y a déjà des gens qui le maillent. Et je trouve que, alors je ne sais pas si c'est le cas à Nantes, hein, mais prendre beaucoup plus en compte l'action des associations. Par exemple, le fait que le label Aidant Connect ne soit pas donné, pas accordé aux gens qui travaillent dans les associations parce qu'ils sont bénévoles, etc., est un vrai problème. Ils n'ont pas de ligne dédiée pour appeler s'ils n'arrivent pas à résoudre un cas, etc. Donc, il y a des choses qui ont l'air petites comme ça, mais qui seraient intéressantes à mon sens. Moi, je peux compléter dans le sens de ce que tu dis. Je crois qu'un nouveau courant de recherche qui comprend des gens comme Perry de Brodkorn en Belgique ou Simon Collin au Québec sont en train de travailler sur comment finalement les dispositifs numériques, alors particulièrement liés au transport, à l'éducation, enfin on n'est pas dans le numérique commercial des GAFA, mais plutôt le numérique qui rend des services le numérique de service, quoi, qui rend la population, ou moins tous les deux, mais je n'ai pas en tête d'autres références, indiquent vraiment que la représentation, si voilà le travail aussi de Serge Bersol sur la question de l'accessibilité, en fait, la conception de ces dispositifs part de représentations erronées des publics auxquels ils s'adressent. Et donc, moi, je rejoins ce que tu dis, Dominique. Je pense qu'effectivement, pour avoir une représentation plus juste, il est évident que ce serait très bien d'avoir des chercheurs ou d'avoir des étudiants qui travaillent, etc. Donc, appel à la collaboration avec les collectivités territoriales, mais ce n'est pas toujours possible. Et en fait, en général, ceux qui sont le plus près du terrain sont aussi ceux qui peuvent faire remonter le mieux les véritables profils, les actions, les véritables usages, ce qui permet d'éviter ces effets. Et puis, il y a un deuxième élément, et là, vous parlez de mobilité. Moi, je vous conseille de lire le numéro de avril 2019 de la revue Oraison Publique qui traite de la ville intelligente et en fait qui traite des imaginaires de la ville intelligente. Donc, l'autre conseil et peut-être positionnement qu'il faut probablement avoir, c'est de se méfier des trucs à la mode. Et donc, mobilité intelligente, qu'est-ce que ça veut dire mobilité verte, etc., etc. À chaque fois qu'on utilise des trucs qui sont comme des allants de soi dans le discours public ou industriel, en fait, ils vont générer des effets d'exclusion qui peuvent être des effets vraiment importants. Ce numéro est excellent et je vous conseille particulièrement l'article de Jean-François Lucas, qui a travaillé dans la chaire modélisation des imaginaires et qui est vraiment intéressant sur cette dimension smart cities, enfin voilà, quelque chose qui est très développé dans le discours des élus aujourd'hui. Peut-être question, là on est vraiment tout près de la fin, question ou réaction de Margot, et puis on va dire un mot de conclusion très rapide, puisqu'on avait prévu de finir à 12h30. Donc Margot, à toi si tu veux bien. Oui, non, c'était juste une question de précision que j'ai adressée à Sarah Guillet et qui rebondit aussi sur ce que tu viens de dire à propos de la ville intelligente et des outils de mobilité qui peuvent en fait nous rendre parfois de grands services quand on est utilisateur de smartphone. Mais la question que je voulais demander, c'était est-ce que
ça se fait au détriment des dispositifs existants qui ne nécessitent pas d'outils numériques. Est-ce qu'on peut imaginer que ça se superpose sans qu'on puisse acheter par exemple un billet, continuer à acheter un billet auprès d'un guichet avec une personne en face, même si par ailleurs on peut le faire depuis son smartphone, etc. C'était simplement ça. Oui, et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on voit bien que par moment, pour des questions financières aussi, on est confronté, ou pour des problématiques techniques, on est confronté à des questions et à des choix à faire. Et justement, nous, quand on doit faire ces choix, aujourd'hui, il nous manque un peu de connaissances sociologiques, c'est-à-dire que si on fait le choix d'arrêter tel système parce qu'il nous semble qu'il est peu utilisé, etc. Oui, mais est-ce que le peu de personnes qui vont être pénalisées sont des personnes qui n'auront plus d'autres recours pour accéder et du coup qu'on exclura complètement. Et pour nous, ça c'est fondamental parce qu'on ne doit pas arriver là. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de vous écouter ce matin et on essaye de maintenir tous les systèmes, mais au bout d'un moment, c'est pas non plus. Enfin, la redondance n'a pas non plus trop d'intérêt, quoi. Donc, il faut réussir à faire les bons choix et aujourd'hui, je pense qu'on manque de connaissances pour les faire correctement. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion, Fabien, ou Dominique ou Michael? Puis moi, je dirais un mot très rapide pour Marsoin. Écoutez, moi, je tiens bien évidemment à vous remercier toutes et tous de votre présence déjà, de vos commentaires, de vos questions, etc. C'est très, très enrichissant. C'est très fatigant aussi, je trouve. Et, on est d'accord. Voilà, j'espère qu'on remettra le couvert avec d'autres intervenants et d'autres. Voilà, c'est avec plaisir en tout cas que j'ai participé à ce webinaire et c'est une chouette initiative. Merci beaucoup à toutes et tous. Dominique, au revoir Michael. tout le monde. Attends, j'ai un petit mot de Marsoin de conclusion avant qu'on dise au revoir. Donc, Fabien, oui. Je suis obligée de partir parce qu'il faut que j'ai le temps de déjeuner et j'ai une réunion à 1h. Bon, salut, à bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, on compte sur toi pour la prochaine, pour le prochain séminaire. Donc, effectivement, nous imaginons ça sur un temps plus long, puisque ces questions… donc, grand merci à Fabien de s'être prêté à cet exercice qui, effectivement, est un peu prenant et un peu fatigant. Grand merci à Michael et puis à Dominique d'avoir joué le jeu. Et puis, merci à tous. Les réactions, participations, questions étaient tout à fait intéressantes. Donc, en ce qui nous concerne, il y a 2 démarches parallèles. Donc, pour les membres de Marsoin et les chercheurs intéressés, il y a ce travail sur le prochain questionnaire que l'on dit individu. Donc, ça va s'appeler Capuni 2022 qui est en cours. Et nous allons revenir vers vous pour proposer un autre webinaire sur un autre courant de recherche qui se développe plutôt du côté de la psychologie, autour de ce qu'on appelle les usages problématiques. Certains, tu disais ça, je crois, Fabien, tout à l'heure, certains qualifient ça de fracture de cinquième niveau. Là. Il y a beaucoup de publications en ce moment, y compris au sein de Marsoin. Donc, ce n'est pas encore… je ne veux pas vous faire le save the date tout de suite, mais tenez-vous sur l'actualité Marsoin et vous aurez une date. Ça sera probablement en avril. Et je vous invite tous à vous inscrire et à participer au séminaire des 20 ans de Marsoin qui se déroulera à Brest dans les locaux de l'université de l'UBO, de l'université de Bretagne occidentale, les 19 et 20 mai. Et nous avons imaginé des communications de chercheurs, de jeunes chercheurs, etc., sur le format assez classique.
mais comme on veut marquer le coup pour les 20 ans, il y aura une table ronde sur la question qui nous a occupés aujourd'hui. Et donc, Michael et Fabien, je reviendrai vers vous pour qu'on discute de ça. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue assez direct entre les chercheurs et, on va dire, différents décideurs de politique publique. Voilà, c'était cette idée. Donc, bon appétit à tous et puis merci encore pour ce beau webinaire. À bientôt. Merci à vous, très belle fin de semaine. Si, au revoir.